Je me tourne vers André Figueras. André, vous avez fait œuvre d'historien une fois de plus. Vous êtes en train de faire œuvre d'historien. Et vous vous préparez à publier un ouvrage dont le thème, sinon le titre, est 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire. Alors il s'agit des amiraux Platon, Abrial, Ophant, Bléau, Estéva, Découd, Robert, Laborde, Dérien, qui entre 40 et 44 ont exercé dans le gouvernement de Vichy de très importantes responsabilités. Ils ont été ministres, ils ont été responsables des territoires d'outre-mer, ils ont été naturellement responsables de la marine, et qui ont, à la Libération, payé ce service qu'on leur avait demandé de rendre à la France, un prix absolument effroyable. Alors, vous avez trouvé des documents, vous avez été mis en présence et en possession de documents que j'ai vus, qui sont plus qu'émouvants, qui sont déchirants. Il s'agit de la correspondance privée de ces amiraux en prison. Exact. D'ailleurs, je dois dire que tout au long de ma vie, il m'arrive comme cela des choses qui me tombent, pour ainsi dire, du ciel, et qui m'apportent des éléments inattendus sur des domaines que je connais mal et à partir desquels je m'informe, je complète ce que j'ai pu obtenir et j'arrive à des résultats surprenants. Car il existe encore, mais cela diminue chaque jour, il existe des gens qui possèdent des documents ou qui ont des témoignages à fournir. Ces gens-là, naturellement, sont de moins en moins nombreux. Je dois dire que j'ai ainsi un grand remords. Il y avait un vieil homme qui habitait dans l'arrière-pays niçois et qui périodiquement m'écrivait « Venez me voir vite, parce que je n'ai plus longtemps à vivre. J'ai été témoin de la reddition du général de Gaulle à Verdun et je voudrais vous le raconter. » Et puis je n'avais pas l'occasion d'aller à Nice. J'ai tardé. Et quand je suis enfin descendu sur la Côte d'Azur, cet homme était mort. J'ai perdu là un témoignage essentiel. Il y a comme cela des documents qui sont livrés ensuite à des héritiers qui s'en moquent ou qui n'en savent pas la valeur, qui les perdent. Il y a des gens qui ont des témoignages et qui ne les donnent pas. Je sais que le général Koenig, à son lit de mort, a dit « J'ai cru que j'aurais le temps ». Il avait des choses très accablantes pour De Gaulle à dire et à écrire. Il avait cru qu'il aurait le temps et puis la mort l'a pris. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui même, j'ai reçu du capitaine de corvette Fournier, qui était l'officier d'ordonnance de l'amiral Marquis. L'amiral Marquis était préfet maritime à Toulon pendant la guerre. Et le commandant Fournier me raconte une scène qui s'est passée à bord du cuirassé Strasbourg, lorsque le maréchal Pétain est venu passer une revue navale à Toulon. Et dans le carré du Strasbourg, un jeune journaliste qui était là et qui avait de l'audace pour l'époque, dit tout d'un coup au maréchal « Monsieur le maréchal, ça se passait à fin 40. Monsieur le maréchal, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensez du général de Gaulle ?» Et l'amiral Darlan, qui était là, mais scandalisé, épouvanté, essaye de faire taire ce confrère. Et le maréchal lève les mains et lui dit « Laissez ». Et voici ce que répond exactement le maréchal, et cet officier de marine l'a noté tout de suite après l'incident. Voilà ce qu'a dit le maréchal. « Mon jeune ami, votre question n'est pas du tout indiscrète, et j'y répondrai même avec le plus grand plaisir. D'abord parce que je connais bien le général de Gaulle, je l'ai compté plusieurs fois parmi des officiers de mon état-major, il a été mon élève à l'école de guerre, nos deux familles se connaissent bien, je suis au moins moralement le parrain de l'un de ses fils. » Curieux ça. Bref, puisqu'il était nécessaire que le drapeau français continue à être représenté auprès des Alliés jusqu'à l'arrivée des étoiles, dit-il en levant légèrement ses yeux bleus vers le ciel, je suis a priori heureux qu'il s'en soit chargé. Malheureusement, j'ai une crainte. Connaissant son orgueil et sa vanité, j'ai peur que d'une affaire strictement militaire, il en fasse une affaire politique, auquel cas la France sera divisée en deux
il y aura beaucoup de pleurs et beaucoup de sang. Fin 40, le maréchal avait bien compris. Alors, pour en venir à nos amiraux, quelqu'un donc m'a remis effectivement ces correspondances. J'avoue que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, je n'étais pas très au courant de l'existence de ces amiraux, très vaguement, et je me suis trouvé en face de cette correspondance que j'ai eu quelquefois du mal à déchiffrer, car elle était écrite sur le papier de la détention, un papier très mauvais qui buvait une encre qui elle-même avait tendance à s'étaler. Ensuite, c'était quelquefois écrit vraiment en pâte de mouche. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait un petit peu mon Champollion, j'ai déchiffré ces lettres une à une, et j'ai été stupéfait de ce que j'ai découvert et de ce que j'ai appris, qui complétait beaucoup de choses que je savais déjà, mais qui m'ouvraient de nouveaux horizons. Et je dois dire en particulier qu'en ce qui concerne l'amiral Esteva, de qui la correspondance est la plus importante et aussi la plus émouvante, je suis, si je peux m'exprimer de la sorte, devenu son ami à titre posthume, parce que j'ai découvert là un personnage tout à fait étonnant, tout à fait remarquable, et il m'est arrivé, au fond, alors avec 50 ans presque de décalage, et par-delà la mort, la même aventure qui m'était arrivée plus récemment avec le général Salan. Je ne connaissais pas le général Salan avant son incarcération, je l'avais vu une fois à une conférence de presse à Alger, mais enfin, c'était quasiment anonyme. Et quand le Salan a été prisonnier à Tulle, je suis devenu son ami par correspondance. Et même mon fils Olivier est devenu son filleul. Enfin, il y a eu vraiment, si je puis dire, une liaison. Eh bien, cette amitié qui s'est faite in vivo avec Salan, je l'ai faite posthumément, en quelque sorte, avec Esteva. Et ça m'a beaucoup bouleversé, et j'ai approfondi, j'ai cherché à en savoir davantage sur ces personnages. Je suis allé aux archives de la marine, où j'ai d'ailleurs, je dois dire, été parfaitement bien reçu par l'amiral Kessler, qui est le directeur des archives de la marine, et j'ai approfondi ces choses. Et alors, je dois dire que c'est un chapitre de plus à ajouter aux ignominies qui se sont produites à la Libération. Alors, André, pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Et non pas de vous couper, comme faisait remarquer un auditeur qui dit c'est quand même pas tout à fait la même chose. Non, bien sûr. Donc pardonnez-moi de vous interrompre. Mais j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un authentique résistant. Alors je sais que ça vous irrite un peu quand on dit ça, quand on parle de ça. Non, mais enfin, ça me paraît lointain. Voilà, ça vous paraît lointain. Mais je voudrais vous demander de faire un effort de retour sur vous-même et d'essayer de retrouver l'état d'esprit dans lequel pouvait être le jeune homme sortant de la résistance, qui avait combattu avec toute sa foi, avec tout son enthousiasme, quand en 1945, il a été le témoin de l'épuration. Je n'ai pas été beaucoup le témoin parce que je me trouvais aux armées. J'ai fait la campagne de France, revenant d'Afrique du Nord où je m'étais évadé, où j'étais devenu parachutiste. J'ai fait la campagne de France jusqu'au mois de septembre 45. Par conséquent, je n'ai pas vécu les scènes de la Libération. Ce n'est qu'après que j'ai appris les choses qui s'étaient produites. Et que par conséquent, j'ai été de plus en plus horrifié, épouvanté, et que, comme aurait dit l'autre, je n'ai pas voulu cela. Que si j'avais su qu'on devait aboutir à cela, je me rappelle un jour dans un dîner-débat avec Georges Bidault, où j'avais dit, si c'était à recommencer, j'aurais pas voulu être résistant. Et Bidault m'avait dit, mais qu'est-ce que vous auriez été? Évidemment, c'était une question assez astucieuse et à laquelle j'étais un peu embarrassé pour répondre. Mais il est évident que quand on voit ce qui s'est passé, alors là, je voudrais, si vous me laissez un moment, vous dire un peu ce que j'ai appris. Voilà, par exemple, pour commencer, l'amiral Abrial. L'amiral Abrial était, lorsque la guerre s'est déclarée, il était commandant Nord, de la marine du Nord. Et c'est lui qui a assuré toute l'évacuation de Dunkerque. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça peut avoir été, lorsque cette poche de Dunkerque était entièrement fermée par la Wehrmacht et que les Stuka bombardaient, et que les Anglais
envoyait surtout des embarcations pour évacuer les troupes anglaises, et Abrial a réussi tout de même à faire à peu près évacuer toutes les troupes françaises qui se trouvaient là, et lui-même ensuite, au lieu de filer, il aurait pu après ça se dire je file, il est allé à Cherbourg avec ses hommes, avec ses matelots, avec ses bateaux, il a été fait prisonnier, et puis il a été libéré quand même, Darlan avait besoin. On se demande pourquoi il y avait tant d'amiraux autour de Vichy. Vous savez que c'est Maurice Martin Dugard qui a lancé la formule Vichy, société protectrice des amiraux, mais il est évident que Darlan, quand il s'est trouvé chef du gouvernement en 40, il a pris des gens qu'il connaissait, en qui il avait confiance, et qui n'étaient pas des politiciens. Et on remarquera d'ailleurs que ces amiraux, dont ça n'était évidemment pas le métier d'être ministre ou gouverneur, se sont très bien tirés d'affaire. Probablement parce que c'était une tâche plus facile que celle qu'ils accomplissaient d'habitude. Peut-être bien. En tout cas, Abrial a d'abord été gouverneur général de l'Algérie, et puis lorsque Aufan a démissionné du ministère de la Marine au moment du sabordage de Toulon, Abrial a accepté la tâche fort amère de prendre sa succession parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et là, il faut poser le problème de base. Au procès de l'amiral Esteva, auquel je vais venir dans un instant, qui a été le premier procès devant la Haute Cour de justice, ce qui explique qu'Esteva n'a pas eu de chance et qu'il a écopé au maximum, le procureur général Mornay a posé la question de la façon suivante, il a dit « il aurait beaucoup mieux valu un Gauleiter que Pétain ». On remarquera en passant que Mornay, du moins, a été vice-président de la commission de révision de naturalisation jusqu'en juin 1944. Donc il s'est accommodé pas mal du régime de Vichy. Il a naturellement prétendu que c'était à la demande des Israélites, comme il disait, de façon à les protéger, parce que quand les autres protégeaient des Juifs, c'était par esprit de trahison, tandis que lui, c'était très bien. Bon, le problème était là, effectivement, Pétain ou un Gauleiter. Et tout le problème, d'un bout à l'autre, se trouve là. Et quand on parlera, si nous avons quelques instants du sabordage de la flotte, on reviendra toujours à ce problème. Le problème de l'armistice et le problème de la protection que Pétain assurait aux Français. Une protection qui a été évidemment s'amenuisant, mais qui tout de même a existé. S'il y avait eu un Gauleiter qu'on fut occupé, etc. Mais il a tout de même adouci, et du reste les Français l'ont très bien senti, y compris les Juifs. Faut pas oublier que le grand rabbin est allé plusieurs fois à Vichy remercier le maréchal de protéger ses congénères. Alors donc, Abrial, pour revenir à lui, Abrial, ce héros de Dunkerque, va être arrêté à la Libération, et on ne va pas faire de douceur envers lui, parce que on pourrait dire ces gens ont eu une activité politique que nous jugeons condamnable, nous prenons des sanctions contre eux, bon, à la rigueur. Mais de là à les traiter de la manière dont ça a été fait, Abrial est envoyé à Fontevraud. Fontevraud, vous savez, cette admirable église et monastère que Napoléon a transformé en maison centrale. Abrial est envoyé à Fontevraud, et voici ce qu'écrit quelqu'un de sa famille. À son arrivée, il a été rasé des pieds à la tête, puis habillé en bagnard. Jusqu'au lundi, c'est-à-dire depuis le mercredi précédent, il est resté dans les quartiers cellulaires avec 2 anciens préfets régionaux. Ensuite, il a commencé sa véritable vie au milieu des prisonniers de droit commun. Le directeur de Fontevraud a assuré qu'il ne travaillerait pas aux chaises, étant donné son âge. Il sera sans doute aux écritures dans un bureau. Le régime est le suivant. De 7h à 19h, travail, avec court arrêt pour le déjeuner dans une salle commune. Puis ensuite, 12 heures de dortoir, empuanti par les tinettes immondes. Là, il couche dans un lit en bois sur une vague paillasse crasseuse. Les lits sont disposés sur 2 étages. Il n'a pour se laver qu'une baille d'eau commune à une dizaine de détenus. De plus, interdiction de parler, c'est le régime intégral de bagnard qui lui est appliqué. Je répète qu'il s'agissait du héros de Dunkerque, de même que Pétain était le héros de Verdun. Alors c'était tout de même des choses dont on aurait peut-être pu un peu se soucier, même si on voulait critiquer leur action politique, on n'avait pas à les traiter de cette manière. Après ça donc vient Esteva,
Esteva, qui, je le répète, passe le premier devant la Haute Cour de justice. Alors il s'agit de montrer tout de suite qu'on a des intentions sévères vis-à-vis du régime que l'on vient de remplacer. Et on va reprocher à Esteva d'être resté à Tunis, comme Pétain est resté à Vichy, dans la même question. Et il va s'expliquer dans cette correspondance sur la manière dont les choses se sont passées. Parce que quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, lui, Esteva, qui était en contact avec Murphy, le représentant de Roosevelt, avait expliqué qu'il fallait débarquer aussi en Tunisie, parce que sinon les Allemands allaient immédiatement s'y installer et créer une zone de résistance dangereuse. D'ailleurs, je publie dans mon livre une lettre de l'amiral Cunningham, qui était le commandant en chef anglais en Méditerranée, une lettre que l'amiral Cunningham a écrite à Esteva pendant qu'il était en prison, le 5 octobre 1957. Mon cher amiral, j'ai reçu votre lettre du 18 septembre, lue avec grand intérêt et sympathie pour votre exposé personnel des événements où pendant la guerre vous fûtes en cause. Laissez-moi vous certifier, amiral, que pour ma part, je n'ai jamais douté de votre loyauté envers la cause des Alliés. Nos relations suivies de 1937 à 1940 m'ont convaincu que vous êtes un homme très compétent et honorable, dont la préoccupation principale a toujours été le service de son pays. Il est fort à déplorer qu'en novembre 1942, les débarquements alliés en Afrique du Nord ne se soient pas étendus à l'Est. J'avais pour ma part souligné l'importance de débarquer en Tunisie, de façon à pouvoir immédiatement y épauler les autorités françaises. Vous connaissant, j'étais certain que les Alliés auraient été les bienvenus et que vous auriez été heureux de saisir l'occasion de reprendre la guerre aux côtés des Alliés. J'ai toujours été certain qu'à cette époque en Tunisie, vous agissiez en sous-main. Je vous porte la plus profonde sympathie et j'espère que le moment n'est pas éloigné où l'on décidera votre mise en liberté. Bien à vous, Andrew Cunningham. Et je dois dire que Murphy et Eisenhower ont envoyé également des témoignages du même genre, qui tout de même auraient dû avoir du poids, et dont on n'a rien fait, car Esteva est resté en prison pendant 6 ans, et on ne l'en a sorti comme Pétain qu'au moment où il était presque mourant. Mais ce qui est intéressant aussi dans sa correspondance, je ne peux pas vous en lire tout maintenant, bien sûr, mais étant donné les événements récents dans le Golfe et la manière dont a agi l'armée américaine là-bas, il est assez intéressant de voir ce que Esteva pense de l'attitude des Américains au moment du débarquement en Afrique du Nord. Il dit « J'ai tenu tête à Rann », Rann c'était le représentant du Reich à Tunis, à ses collaborateurs et aux Tunisiens qui, le bec en tête, accusaient les Alliés et les Français d'Algérie de bombarder exprès les populations musulmanes pour les massacrer dans un désir ignoble de représailles inexplicables. Je me suis dressé contre cette odieuse accusation. Les erreurs de visée, l'ignorance des équipages américains, leur inaptitude étaient amplement suffisantes pour expliquer les destructions de nos villes, Bizerte, Sousse, Sfax, bien des quartiers de Tunis, et tant d'autres agglomérations moins étendues. Triste besogne que les opérations paraissaient justifiées, mais qui n'ont pas fait grand mal aux gens de l'Axe, ni à leurs plans ou mouvements. C'est seulement en février 1943 que les sous-marins et avions de Malte ont commencé à détruire systématiquement les navires qui ravitaillaient et approvisionnaient les troupes de von Arnim. Les Américains n'ont fait que peu de dégâts pour leur compte, les aviateurs n'ayant pas terminé leur apprentissage. Le général Eisenhower, dans son rapport sur les opérations en Europe du 6 juin 1944 au 7 mai 1945, avoue que c'est seulement en mars 1945 que les forces aériennes alliées sont arrivées à combiner leurs mouvements avec ceux des troupes au sol d'une manière efficace. Et il ajoute ceci, qui est tout de même fort symptomatique. Nos amis et alliés ont bien su, quand ils ont bombardé nos ports, en 1944 notamment, ce qu'ils faisaient. Les ouvrages et établissements, les arsenaux, les bassins,
les appareils et l'outillage, les remorqueurs et engins de servitude ont subi des dommages tels que la reconstruction et le remplacement dans les ports de guerre ou de commerce de tout ce qui a été détruit, dans les chantiers aussi privés ou d'État, dureront longtemps et nous coûteront des sommes qui auraient été mieux employées ailleurs. Voilà, c'est une accusation qui est quand même assez sérieuse. Bon, je ne peux pas... Encore une fois, ces correspondances, oui, elles n'ont jamais été publiées, elles sont totalement... Non, bien sûr, elles sont tout à fait des correspondances privées. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que je les publie ou pas? Parce qu'au fond, elles n'ont pas été décidées, n'ont pas été écrites pour cela. J'ai résolu la chose de la façon suivante. Je me suis dit, j'en expurge, pour ainsi dire, tout ce qui est intime, tout ce qui touche aux familles, tout ce qui touche aux questions trop personnelles. Pour le reste, je trouve que ce sont des documents d'histoire que l'on n'a pas le droit de laisser disparaître, que l'on n'a pas le droit d'ignorer. Et dans le cas d'Esteva, encore une fois, c'est celui dont j'ai le plus de correspondance, il faut aussi révéler une personnalité tout à fait inattendue. Bon, je sais que dans la marine où il règne un certain humour acerbe dont j'en me suis aperçu. Alors on disait, Esteva n'a pas connu l'amour, un tel autre n'a pas connu la mer, un tel autre qui est resté à un petit grade n'a pas connu Darlan, etc. Mais en même temps, ses camarades avaient tout de même surnommé Esteva le saint de la marine. Et le fait est qu'il y a dans sa correspondance la révélation d'une véritable âme mystique. Je ne vous cite que ce court passage qui est caractéristique. Dieu m'a guidé, et si je suis dans un état qui paraît une malédiction, qui est une épreuve odieuse, il m'a imposé le tourment de cette retraite. Je m'interromps pour dire que Esteva lui avait envoyé à Clairvaux, c'était pas mieux que Fongombault, pour me faire comprendre le néant de ce qui, aux yeux des hommes, paraît être le maximum de la satisfaction. Honneur, titre, service rendu, distinction de toute nature, mérites éclatants, gloire terrestre, les objets de l'ambition humaine ont peu de valeur, sont fragiles, et la fidélité au Dieu tout-puissant n'est que le seul bien auquel ne peut attenter la méchanceté des hommes. Personne ici-bas ne me privera de l'amour que j'ai pour lui, pour mes frères de misère qu'il m'a donné l'ordre d'aimer. Il m'a permis de sauver nombre d'entre eux, et de certains je n'ai été l'objet en échange que d'ingratitude, même de persécution. Ma seule espérance est de me faire dire par le juge qui nous donnera le rang auquel nous aurons droit pour l'éternité que j'ai été un bon et fidèle serviteur. C'est assez étonnant. C'est remarquable. Oui. Et il y a de nombreuses pages de ce ton. Je ne veux pas naturellement vous lire tout. Alors ce livre qui me paraît très avancé... oui, il sort à la fin du mois. Il sort à la fin du mois. Ce sont les épreuves, là. Donc il sort à la fin du mois. J'ai les épreuves là sous les yeux, oui. Sous le titre 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire. Et il sort aux éditions André Figaro. Bah oui, comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Quel est de tous ces amiraux, en dehors d'Esteva, pour lequel vous nous avez dit que vous aviez eu une espèce de ah oui, une révélation d'abord. Quel est celui qui vous paraît avoir été traité avec le plus d'injustice par l'histoire? Bah, ils en sont plusieurs, parce que j'ai encore quelques moments pour parler des autres. Il y a la Borde, probablement. Oui, il y a la Borde, il y a le cas de Platon, d'abord. Platon était un personnage apparemment assez difficile, qui n'avait pas beaucoup d'amis, et il avait été chargé dans le gouvernement de Vichy de s'occuper des sectes. C'était évidemment très dangereux. Et comme Laval, lui, je crois, avait pas mal d'amis francs-maçons, c'était un vieux politicien, à un moment donné, il a trouvé que Platon était gênant dans cette affaire, et il l'a assigné en résidence en Dordogne. Alors la Dordogne, aux approches de la Libération, c'était les grands maquis rouges espagnols. Et naturellement, ils se sont emparés de Platon, et selon les informations que j'ai obtenues sur place, parce que c'est une région où l'on parle encore très peu, on a encore peur. Selon ces informations, car il y a toujours un mystère sur la mort de Platon, on sait qu'il a été tué par le maquis, mais selon ces informations, il a été écartelé avec des tracteurs. Vous voyez, c'est la modernisation de la mort de Damien. C'est Damien, oui. Il y a un autre amiral qui a été très malheureux, c'est Dérien. Dérien commandait Bizerte, commandait la flotte
à Tunis, à Bizerte, sous Esteva. Et quand les Allemands sont arrivés, il avait là quelques vieux bateaux et quelques matelots. Les Allemands lui ont dit, ou vous nous livrez tout ça, ou on écrase tout sous les bombes. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Bon, il a cédé pour ne pas faire tuer tous ces hommes. Et il est tombé tout de suite entre les mains des gaullistes. Alors il a été condamné, enfermé dans un bagne indigène. Tout ça est plein de délicatesse, vous voyez, pour des gens qui avaient tout de même été des marins admirables, qui avaient été l'honneur et la gloire de notre armée de mer. Et quand il a été aveugle et quasi mourant, on lui a donné une suspension de peine, ce qui lui a permis, 10 jours après, de mourir à l'hôpital. C'est très affreux. Bon, alors il y a Aufan. Aufan est un cas plus agréable, parce que Aufan, d'abord, je l'ai connu, c'était un homme merveilleux, et il était un peu plus jeune. Aufan, lui, n'a pas été arrêté. Le maréchal Pétain l'avait chargé de transmettre en quelque sorte ses pouvoirs à De Gaulle, de façon qu'au lieu qu'il y ait une opposition et une espèce de guerre tout de suite, ça se fasse au contraire dans une sorte de légalité, de façon que l'union des Français puisse avoir lieu. On a fait savoir au fond que s'il se présentait rue Saint-Dominique, il serait immédiatement arrêté. Il s'est dit, ça ne sert à rien de me faire arrêter, et par conséquent, il est resté tranquillement dans un coin où on ne l'a pas beaucoup cherché. On ne l'a pas beaucoup cherché parce que c'était un homme très intelligent, très pugnace, et qui avait un don d'expression remarquable. Il a d'ailleurs écrit d'excellents livres, et il avait fait comprendre que s'il comparaissait, il dirait des choses. D'ailleurs, il a publié à ce moment-là, sous le manteau, une petite brochure intitulée « Histoire de mes trahisons », où il mettait en cause, en particulier, les gens qui s'étaient débrouillés, qui étaient passés d'un bord à l'autre, comme Missoff ou Lemonnier, et il signalait assez acidement leur virage, tout en prenant avec beaucoup de vigueur et de courage la défense de la marine dans l'ensemble, et en expliquant qu'elle avait beaucoup contribué à sauver les Français au point de vue du ravitaillement, car elle assurait le contrôle, la protection des convois qui arrivaient. Et il explique que ça n'était pas du tout, ces convois n'apportaient rien qui servit aux Allemands, car les Allemands avaient pour une fois pour toutes déterminé ce qu'ils voulaient prélever sur la France, et s'il en arrivait un peu plus, ce plus ne leur allait pas, ce plus allait aux Français. Bon. Je passe. Vous trouverez dans ce livre toutes sortes de choses, de citations de l'amiral Aufan. Alors, nous arrivons, vous en parliez tout à l'heure, nous arrivons à l'amiral de Laborde. L'amiral de Laborde est un de ceux dont le cas est le plus controversé. D'abord, apparemment, lui aussi, c'était un personnage assez difficile. Je crois que beaucoup de ses camarades ne l'aimaient pas. Bon, il est évident qu'il était apparemment en opposition avec Darlan pour des raisons que j'ignore, et il était certainement très anglophobe. Mais le problème du sabordage de la flotte est celui dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que l'on maintenait l'armistice, qui était en partie une fiction, évidemment, qui s'effritait au fur et à mesure, mais dont tout de même il restait quelque chose? Il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'obéissance. L'obéissance, et je vais vous citer un cas plus récent. En 1961, le capitaine de vaisseau Picard d'Estellan, qui commandait le Surcouf, reçut l'ordre de De Gaulle de tirer avec ses gros canons de marine sur Bab el-Oued. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour un marin, l'obéissance est une chose absolument fondamentale. Et je dis en ouvrant mon livre, tout capitaine de bateau, tout commandant de navire qui accepterait à son bord l'intrusion des principes démocratiques serait coupable de ce qu'on appelle en droit maritime de baratterie de patron, c'est-à-dire qu'il ferait le nécessaire pour perdre son bateau, car un bateau sur lequel on discute est un bateau qui va couler. Alors qu'a fait le commandant Picard d'Estellan? Eh bien, il ne voulait pas désobéir, il ne voulait pas obéir. Et il a répondu, l'ordre n'a pas été compris par les officiers ni l'équipage. C'était très intelligent. Bon. L'amiral de Laborde, il avait d'abord à obéir, et pas à discuter. C'est comme ça.
Et secondo, supposons qu'il ait désobéi parce que on nous dit, il aurait dû être remplacé par l'amiral Gouton, et si l'amiral Gouton avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'aurait fait l'amiral Gouton. Mais supposons que l'amiral de Laborde ait décidé de ne pas obéir et de faire sortir la flotte. Qu'est-ce qui serait passé? Primo, que cette flotte, il y aurait peut-être quelques bateaux qui seraient arrivés à Alger, il y en aurait certainement très peu. Parce que, à ce moment-là, la Luftwaffe serait sortie, aurait bombardé tout ça, et aurait coulé à gogo tous les navires, avec de plus des pertes humaines considérables. Alors que si nos bateaux ont été sabordés, il n'y a pas eu de pertes humaines. D'autre part, c'était carrément dire que l'armistice était fini. C'était donc laisser aux Allemands toute espèce de latitude pour agir comme ils voudraient, sans aucune espèce de barrière. Bien. Alors, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne solution. Et de toute façon, il est un fait certain, c'est que Hitler a été absolument furieux du sabordage de cette flotte, à tel point d'ailleurs qu'il a fait interner à Aix-en-Provence et l'amiral de Laborde qui commandait la flotte et l'amiral Marquis qui était préfet maritime. Par conséquent, il faut croire que ça n'était pas une victoire pour l'Allemagne que ce sabordage. Alors André, malheureusement, là on est tenu par le temps. Bien sûr. Mais je pense que vous en avez dit. Je pense que j'ai beaucoup, donné sans pour autant nous dire échantillon. Le centième de ce qui est dans ce livre. Je crois que on peut dire la chose, c'est un document d'histoire. C'est un Absolument, c'est comme ça que je le conçois. D'ailleurs, c'est pas du tout un livre polémique. J'ai même très peu apparu moi-même et j'ai très peu donné mon avis. J'ai tâché d'expliquer et de montrer et de faire comprendre dans un domaine qui est très peu connu parce que la marine est un monde fermé. Ils n'ont pas l'habitude d'exposer leurs états d'âme. On les connaît mal. Et par conséquent, j'ouvre, je crois, une fenêtre sur un aspect très peu connu de notre histoire et un aspect particulièrement dramatique. Et moi, je puis dire Pierre Meunier. Je voudrais remercier André Figueras qui a fait là quelque chose qui manquait, qui est indispensable et qui tiendra un rôle considérable dans l'histoire de ces années-là. C'est une illustration extraordinaire d'une période qui a été épouvantable, il faut bien le dire. Bien sûr, pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai l'âge de l'avoir vécu. Mais oui, moi aussi. Mais vous aussi. Ça a été épouvantable. Naturellement. Et il est très très bon que l'on dise des choses comme celles que vous dites, d'autant plus que cela restaure la dignité et l'honneur de tous ces gens-là, de tous ces amiraux, évidemment, qui ont été des gens admirables. Absolument. À tout point de vue. Merci Pierre. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que j'ai eu la chance d'assister de loin, mais à la genèse de ce livre, et que j'ai vu comment André Figueras a pris à cœur ce sujet et comment il en a fait vraiment une espèce de question personnelle. Exact. J'ai vraiment ressenti chez vous, André, une volonté de faire un livre qui était ce qu'on pourrait appeler un tombeau des amiraux, comme le mot que l'on employait dans le temps, une espèce d'hommage rendu à ces hommes qui, après avoir été élevés au plus haut des honneurs, parce que quand même un amiral, c'est quelque chose d'exceptionnel, bien sûr, ont été jetés dans les culs de basse-fosse et traités comme des malfaiteurs, alors que ce qu'on pouvait leur reprocher au maximum, c'était de s'être trompé, mais dans l'honneur, et que ça ne méritait pas ce traitement. Ah, sûrement pas. Et depuis, ils sont oubliés. On ne sait plus, on parle d'un tas de gens, mais pas d'eux. Et pourtant... Merci André, en tout cas, d'être venu nous parler de ce livre, qui paraît prochainement. Alors j'indique qu'il s'appellera 11 amiraux, il s'appelle 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire. Il est disponible aux éditions André Figueras, chez André Figueras, boîte postale 575, 75027 Paris CEDEX 01, et il est vendu au prix de 150 francs ou 200 francs pour l'édition originale. Est-ce que ce sont des prix franco, André? Oh oui, pratiquement pour les auditeurs, certainement. Voilà. Alors 150 francs ou 200 francs pour l'édition originale. Franco, vous indiquez simplement Radio Courtoisie. Voilà. Et ça vous économisera les frais de poste. Absolument. Ce qui n'est pas désagréable.